Alors, c'est bien passé? Oui, très bien. Donc apparemment, ça jacasse dans mon dos. Alors comme ça, je mets en péril les enquêtes. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Qui veut commencer? Personne, hein? Non, mais c'est pas ça, mais t'es un peu grande gueule quand même. Je suis un peu grande gueule. C'est-à-dire? Bah, tu la ramènes tout le temps. T'es un peu libidineux. Pardon d'être prévenant. Arrête. T'écoutes jamais ce qu'on dit aussi, c'est ça. Comment Tu parles quand y a rien à dire. T'es tout le temps en train de mater mon cul. Non, je mate pas ton cul, non. You wish. Franchement, t'es lourd, François. Pardon, hein, mais t'es vraiment lourd. Macho, pas drôle, un peu dans l'auto-kiff, quoi. Auto-kiff. Ouais. Et tu mets trop d'eau de toilette. C'est de l'eau de parfum et c'est Sikewan. Ouais, on se croirait à l'arrière d'un Uber. Arrête de te la raconter. Nous faire chier là avec ta barbe de serveur du 11e et tes fûts moulants. Puis t'es trop grand. Non, c'est pas moulant, c'est slim fit. Pardon d'être élégant. C'est pas parce qu'on est flic qu'il faut s'habiller chez Emmaüs. Oh putain. Ah, vous m'avez eu, hein. Vous êtes trop fort. C'est très bon. Vous avez failli m'avoir. J'ai eu un doute à un moment, là, l'histoire de l'eau de toilette. Radija qui fait une blague sur un Uber. Je me suis dit, tiens, alors là, Oscar pour tout le monde. Hein. De Niro, chapeau. Au boulot, allez. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 17. Mes chers auditeurs et auditrices, pour la 6e fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux. Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas, dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l'affronter avec nos forces et nos faiblesses, mais en émission unie. Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif de l'unité de la nation critique que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir dans un cinéma si rude, dans des temps si durs. Alors, je nous souhaite de vivre donc 2023 autant que possible en cinéphiles unis et solidaires, reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis. Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année, est notre capacité collective à relever ensemble ces défis. Qui aurait pu prédire la vague de bons films hexagonaux ainsi déclenchée, ou la crise hollywoodienne aux effets spectaculaires et catastrophiques encore cet été dans notre pays? Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, 2022 fut aussi pour nous tous une année de cinéma intense. 2022 fut aussi une fois encore une année de rayonnement de notre cinéma national. De tout cela, de tout ce que nous avons fait ensemble durant l'année qui s'achève, soyons fiers. Il nous faut nous munir de cette fierté et de cette confiance pour aborder 2023. Car je crois que cette année est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises une fois encore à affronter. Aurons-nous des augmentations du prix du ticket de cinéma? Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que le prix des places ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Et à chaque fois qu'il le faudra, le gouvernement n'adaptera pas ses réponses. Surtout, il accélérera les crises pour nous enfermer dans nos dépendances. Allons-nous à nouveau subir une vague de Marvel de merde? Et l'épidémie aura-t-elle une fin? Là aussi, nous pourrons faire face. D'abord, grâce à l'usage raisonnable et adapté des bons films contre le virus que nous avons appris. Ensuite, grâce au cinéma d'Inde, par exemple, qui ont montré leur efficacité. Et j'insiste ce soir, tous nos compatriotes de moins de 40 ans en particulier, d'arrêter de voir des Marvel de merde et à faire leur appel de RRR ou à se faire un bon fixe de Mani Ratman si ce n'est déjà fait. Dans la longue histoire de notre nation et de notre cinéma, il y a eu des cinéphiles pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque et au-delà des urgences de cette année que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre cinéma. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte.
Une ambition pour continuer de transformer notre cinéma face au corporatisme et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant ou à la tentation de l'esprit de défaite. C'est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons ainsi une nation de cinéma. Nous poursuivons avec Quart d'heure durant l'année qui s'ouvre par des choix clairs, forts et un travail au plus près du terrain. Oui, c'est bien par notre travail et notre engagement que nous pourrons nous donner les moyens de nos aspirations pour aujourd'hui et de nos ambitions pour demain. Mes chères auditrices et auditeurs, soyons cette génération de bâtisseurs. Pour tout cela, je forme pour nous tous des vœux d'unité, des vœux d'audace, des vœux d'ambition collective et des vœux de bienveillance. Des crises, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, ensemble, nous en avons tant surmonté. Je nous sais capable de relever celles qui sont devant nous et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder le cinéma et toutes ces industries pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ensemble, nous allons réussir. Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle. Vive En attendant Godard, vive le cinéma. La fin est inévitable, Maverick. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via ce petit texte que j'ai improvisé au débeauté comme ça. Donc, aujourd'hui, donc début du changement de calendrier. Donc, ça va être le top parade de l'année 2022. Année 2022 riche en bons films, mais aussi riche en merde. Hein, parce que donc, il faut évidemment de tout pour faire un monde. Donc, voilà, nous allons essayer de revenir un petit peu sur cette année de cinéma. Année riche, année passionnante et année très intéressante. Et donc évidemment, pour parler de tout ça, il a la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, l'homme qui voit trop de films, il y a carrément Floray, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous, oui, mon top call à l'actualité, c'est indiscutable. Absolument, mais nous en reparlerons. Et à ma droite, donc, il y a le docteur Erwan, bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin, bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, nous allons revenir un petit peu sur toute l'année qui vient de s'écouler. Beaucoup de bonnes choses. J'ai aussi reçu par courriel quelques listes des camarades de cette émission, notamment celle du petit Jean-Baptiste, celle de Justine et celle de Simon l'Ancien, ainsi que celle de Mathieu Bonheur, qui a un film, le seul qu'il a vu cette année, donc Top Gun Maverick. Hein. Donc voilà, donc on vient d'entendre un petit extrait. Tout à l'heure, je précise à toute fin utile que Erwan et moi-même avons la semaine passée, nous sommes allés rendre visite à nos camarades du Cinéma est mort pour faire aussi le panorama de l'année 2022 dans une version beaucoup plus longue et un petit peu plus éthylique, on va dire. Vaguement. Vaguement. Moi, ça allait, moi. Oui, ça, peut-être le mieux, le plus en forme. Non, j'étais en forme. Le sage. Privilège de l'âge, vous voyez, c'est ça. Donc voilà, l'émission est en ligne et je la mettrai bien évidemment sur le site de l'émission. Et donc là, nous allons revenir sur notre petit top à nous, un peu plus calme, au frais, un coin un peu plus feutré. Donc comme je le disais, beaucoup de bonnes choses cette année, ainsi qu'en 2021. D'ailleurs, on en avait parlé il y a un an, après quand même une décennie 2010 qui oscillait entre le caca et puis la déchéance. Évidemment, la chose qu'on est... Avec quelques éclats quand même. Avec quelques très beaux éclats, bien évidemment. Avec quelques petits morceaux de maïs dans le caca. Exactement, c'est ça. Donc, comme on disait, de toute façon, on est revenu là-dessus plusieurs fois, mais c'est vrai que la décennie 2010, c'était un peu... une décennie en plomb et Hollywood qui n'en finit pas d'être en crise et qui continue à perdre la boule en se franchisant un maximum possible, en abandonnant l'originalité à tout prix et surtout les bons artisans ou même les bons comédiens qui vont tous faire des panouilles dans des conneries de mecs avec des slips lycra et des pantalons moulants, évidemment, mais même si on peut tenter de voir qu'il y a un certain fléchissement de tout ça parce que les films commencent à marcher un peu moins bien. Quand je dis un peu moins bien, c'est que comme ils font encore $800 millions au box-office, hein, donc on va dire que la baisse est quand même
mollo quoi, mais Il y a du temps quand même. je pense qu'il y a encore un peu de temps avant que le système explose, même si évidemment Mais il n'explosera pas, mais ça c'est dans tes rêves. Oui, Hollywood n'a jamais explosé, non. il explosera jamais. Ils arriveront évidemment à se renouveler, mais il y aura une crise de studio qui après va réussir à rebondir pour revenir encore plus fort qu'avant. C'est le principe du capitalisme et c'est la beauté d'Hollywood. Exactement. C'est pour ça. Exactement. Bon, en tout cas, on va dire qu'au niveau artistique et créatif, clairement, c'est plus. Non. Ce n'est plus le pays qui, en tout cas, donne le là de la créativité. Moi, je sais que j'aime. On n'en parle pas assez souvent dans cette émission, mais clairement, depuis une dizaine d'années, le pays qui est peut-être le plus inventif et le plus exceptionnel dans sa qualité, je trouve, ce sont les cinémas d'Inde, les cinémas au pluriel, puisque donc, chaque région a quand même des particularités de création et puis de production, et qui cette année, moi je vais commencer là-dessus, 2 films indiens, et il y en a eu beaucoup parce qu'ils ont quand même une production sacrément mastoc, 2 films qui en tout cas moi m'ont enthousiasmé cette année, surtout sur le plan on va dire du film d'action et puis du film d'aventure. Donc il y a le RRR ou Triple R de SS Rajamouli. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rise. Parce que moi je l'appelle c'est Rise, Raw, Revolt. D'accord, merci. Voilà, parce que je me posais la question. Donc Rajamouli, qui est un metteur en scène qui œuvre depuis quasiment 20 ans maintenant dans le cinéma indien, notamment le cinéma tamoul et puis le cinéma Kannada, qui donc arrive à faire son petit bonhomme de chemin, qui est probablement le metteur en scène de films d'action actuellement le plus inventif, qui a des budgets à la hauteur de ses ambitions absolument démesurées. Et avec RRR, il sort un film d'une générosité hallucinante, d'un pouvoir de mise en scène où il croit absolument dans toute la beauté et la puissance d'évocation de ces images, où il n'y a pas une once de cynisme, pas une once d'ironie. Effectivement, comme c'est des cinémas indiens, si c'est un continent de cinéma que l'on découvre, au début on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, si c'est du mauvais goût, bien si c'est du folklore. Mais c'est que c'est les deux. C'est ça, justement, c'est un peu des deux. Il y a un peu des deux. Une genre de candeur et d'ultra-violence qui sont mêlés, qui sont proprement réjouissants, et pour en voir quand même depuis assez régulièrement depuis une petite dizaine d'années. Quand j'ai vu en salle, je me suis dit putain, c'est mortel, c'est peut-être le meilleur film d'action que j'ai vu depuis Fury Road, mais ça m'avait pas autant cassé le cul. Je pense que mes toutes premières découvertes du cinéma indien, il y a une petite dizaine d'années, en fait, en y repensant, clairement, c'est le plus grand film d'action que Hollywood n'a jamais fait depuis même Max Fury Road. Moi, j'ai pas encore vu le film, mais moi, je suis pas du tout étonné, quoi. Enfin, pour moi, le cinéma indien, c'est dans Spinal Tap, tu sais, c'est les potards à 11. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que et ça, c'est depuis les années. Alors évidemment, c'est un cinéma vachement vaste, donc il faudrait nuancer. Mais les années 60, déjà dès les années 70, tu regardes des folies comme Cholet, par exemple, qui sont complètement. Alors rien à voir avec la ville. Hein, oui. Mais, quel dommage, un film d'action indien à Cholet. Où je me souviendrai toujours du nom du domestique du méchant, quoi, qui s'appelle Ramlal. Et le méchant, il n'a pas de bras. Enfin, voilà. Et il se bat avec ses pieds et tout. Enfin, voilà. Donc le côté délirant, et moi j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns, un peu de 70, un peu de 80, un peu de 90. D'autant que c'est très varié. Il y aura à la fois des grosses productions, il y a des vrais films sociaux, il y aura des polars hyper noirs, il y a aussi évidemment des choses ultra propagandistes et vraiment dégueulasses en termes politiques, comme Instané qui est sorti, The Kashmir Files, qui est une atrocité de bout en bout. Tout est à fond. C'est-à-dire que les histoires d'amour sont à fond, les films de guerre sont à fond. Enfin voilà, tout le monde c'est tout le temps à bloc, en fait. Les films de science-fiction, c'est pareil, ça fait pas semblant. Enter the Robot, qui est, je pense, un des premiers que j'ai vu, ça m'a foutu une claque hallucinante en me disant, ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi faire ça finalement. On peut vraiment y aller à bloc. Et je sais que j'en parlais avec toi la semaine dernière, mais pour moi, le cinéma indien me rappelle du coup ce que faisait Hong Kong dans les années 70 et puis les années 80. C'est toujours pareil, il y a une place à prendre. C'est-à-dire que Hong Kong, là, pour l'instant, est complètement annihilé en termes d'un point de vue cinématographique. Alors, les Japonais, il y a toujours ce côté un peu taré, mais la production est moins florissante. Mais c'est pas forcément ce qui arrive en Europe. Nous, c'est plutôt les films de festival qui, par ailleurs, ont des qualités aussi. On est plutôt justement dans la tradition plus... dans le feutré, quoi. Plus mélodramatique, plus film familial, ce genre de... Parce que même les films de Kitano ne sortent plus chez nous. Non, voilà, c'est ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi des histoires de marché, quoi. Il y avait la Corée du Sud aussi à un moment. Mais qui s'est assagi un peu aussi ces dernières années. Qui s'est assagi un peu. Voilà, je pense qu'il y a peut-être une histoire de renouvellement de génération aussi en Corée du Sud. La loi du marché qui a fait que... C'est vrai qu'on voit pas tout. Par exemple, en Corée du Sud, il y a énormément de la production restée
très locales et toutes les bousasses, elles sortent pas du territoire. Les bousasses rigolotes, on les voit pas, quoi. Non. Mais il y a eu quelques trucs un peu foufou. Moi, je pense à The Sadness, par exemple, qui, tout en étant une série B, qui s'affirme pas comme autre chose qu'une série B. Et on The Medium aussi, dont on avait parlé. Ouais, The Medium, voilà, qui était plus autoriste quand même déjà, mais qui au bout d'un moment qui au bout d'un moment tombait franchement dans le film, dans le film d'exorcisme, de manière assez, enfin pas le film d'exorcisme, mais le film de possession plutôt, de manière assez. Il y a assez l'exorcisme assez hallucinant, mais ça c'est pareil, il y a une espèce de générosité qui se transmet. Alors là, peut-être que la démarche est peut-être un peu plus volontariste, voire peut-être consciente d'elle-même. Est-ce qu'on peut appeler ça cynisme ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie générosité. Le film étire ses scènes, générosité dans l'ultra-violence, dans le gore. Et puis les moments où ça fout un peu les et dans la flip. Donc voilà, c'est un très bon film de genre de l'année, ça. Et l'autre film indien dont je voulais parler, mais qui là est plutôt sur un metteur en scène qui est très reconnu parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'il fait du cinéma, qui est Mani Ratnam, qui a fait notamment dans les années 90 toute une trilogie sur le terrorisme en Inde qui était vraiment hyper costaud, et donc il continue à tourner de manière assez régulière, et là c'est un de ses vieux projets qui est un film d'aventure, un film épique qui s'appelle Ponniyin Selvan, donc c'est la première partie, la deuxième sortira cette année du coup. Grand film épique de 2h30 avec des scènes d'action absolument hallucinantes, des chansons qui sont absolument magnifiques, et surtout un sens du tragique et un sens de l'épique qui finalement ramène plus au cinéma hollywoodien classique que justement à des formes plus contemporaines, et avec un talent de mise en scène et un travail de la caméra absolument dingue, qui est à la fois un peu expérimental, qui sur certaines scènes de dialogue seront hyper vives, hyper denses, alors que les scènes d'action justement sont à la fois assez découpées au cœur de l'action, mais dans un traitement graphique qui sera vraiment différent du reste du métrage, qui a un caractère hyper nerveux, et qui en plus évidemment en termes narratifs est hyper dense. Ça commence par un petit prologue de genre 2-3 minutes pour te poser un petit peu l'intrigue, où dans ces 2-3 minutes tu auras déjà un film épique de plus de 4 heures qui serait là possiblement, quoi. Et donc c'est vraiment dingue ce qu'ils arrivent à faire, parce que pour le coup ils arrivent encore à avoir quand même plutôt des gros budgets, ou même si en termes d'effets spéciaux, c'est pas forcément toujours aux normes, on va dire, dont on a l'habitude avec le cinéma américain, mais clairement ça passe tout seul en fait. Genre dans RRR, il y a plein de plans où on grille que c'est du numérique, et c'est pas grave parce que la force d'évocation est telle que finalement ça passe tout seul. Et ça m'a rappelé le Legend of Zoo de Ark, qui par exemple a des effets spéciaux qui clairement sont tout pétés à chier, et finalement c'est pas grave parce que la force de ces images et toute l'imagerie qu'il convoque justement annihile le fait que l'œil perçoit finalement que c'est un truc. Ça, c'est l'amendement King Kong. Hein, t'as beau savoir que c'est de la stop motion et que ça se voit. C'est faux. Au bout d'un moment, tu finis quand même par voir un singe beaucoup plus qu'une figurine en train de bouger en image par image, quoi. Et donc, pour rester du coup sur le versant en film d'action, un peu finir par là, c'est vrai que si le cinéma américain finalement nous n'a plus donné grand chose. Dans un truc plus classique, justement, moi j'en avais parlé, c'était le deuxième Top Gun de Tom et de Joseph Kosinski, qui effectivement, je pense, avait ravi beaucoup de gens, à la fois surtout parce que ça ressemblait juste à un vrai film qui est effectivement hyper balisé sur toute sa construction, sur ses personnages, sur ses fights même, mais qui finalement, vu que ça ressemblait à un vrai film qui était vraiment bien fabriqué, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu un enthousiasme délirant, je pense, sur le film, au-delà même de la personnalité de Tom Cruise, qui évidemment pour les fans de Tom était un genre de best-of, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il nous a pas fait des trucs corrects en dehors de ces Missions Impossibles, encore que le dernier était quand même bien pas terrible. Donc là c'est pour ça aussi que je pense que ça a emmené un petit peu un genre de juste faire un bon film, ce que Hollywood n'arrive plus à faire, on va dire, dans un réseau de films relativement modeste, quoi. Alors après, faudra en reparler. Faudra reparler peut-être d'Avatar aussi, qui est sorti en fin d'année. Voilà, exactement. On en reparlera de toute façon au courant du mois de janvier, où là aussi, j'ai plein de choses à en dire. J'ai plein de réserves sur le film, mais où clairement, tu vois que Cameron, il boxe pas dans la même catégorie que ces mecs-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est barré de Hollywood et qu'il bosse en Nouvelle-Zélande, justement, pour essayer de faire des choses différentes et plus à sa manière finalement, que de faire dans les canons et les normes et les traditions
Hurricane. On va écouter tout de suite un petit morceau qui n'est pas celui qui était prévu, Valentin, mais on va écouter justement un morceau extrait de la bande originale de RRR et de cette fabuleuse scène de danse. Sur Syllab, et donc c'est en attendant Godard sur Syllab, oui, donc, et c'était la chanson Natou Natou, extrait donc de la bande originale de RRR, un film que vous devez rattraper d'urgence. Il n'est pas sorti de manière officielle en vidéo en France, mais maintenant il se trouve un petit peu partout par la grâce de Vishnu. Donc voilà, quittant un petit peu l'Inde et les restes du monde, comme je le disais, un peu comme l'année dernière finalement, le cinéma qui a proposé, soit par le cinéma national, soit par les coproductions, peut-être les choses les plus intéressantes, en tout cas les propositions formelles de cinéma. Comportant des dispositifs. Exactement, dans des gestes de cinéma. Donc les choses les plus intéressantes, finalement, c'est peut-être le cinéma français, oui. Les gens passent leur temps à adober sur le cinéma français pour la simple raison qu'ils ne voient pas les films. Enfin, en tout cas, ils les critiquent sans les avoir vus, alors qu'il y a eu de très bonnes choses cette année. Et le film qui est clairement revenu le plus souvent dans les discussions et dans les listes que j'ai sous les yeux. Donc, c'est la coproduction franco-espagnole de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, donc, qui était sorti à la fin de l'été et qui clairement a enthousiasmé le plus de gens autour de cette table. C'est même le film qui a fait revenir en salle Thibaut Fleuret. C'est quand même dire. Donc, ce film, mais c'est de Sorogoyen. C'est le petit chouchou du cinéma. Bon, on en parlait quand on l'avait chroniqué, mais c'est vraiment le petit chouchou. Moi, c'est un de mes petits chouchous du cinéma européen. Actuellement, c'est clairement... Et quand tu vois que Marina Foïs est en train de devenir une actrice pas compétente ni bankable parce qu'elle est déjà, mais ni intéressante, mais une grande actrice en fait, tout simplement, à l'instar de, par exemple, de Virginie Efira. Oui. Voilà, c'est des actrices qui ont attendu d'avoir 45 ans pour devenir immenses ou qui tracent leur chemin vers une carrière et des choix de cinéma qui sont extrêmement forts. Et Asbestas, le cinéma français effet, doit bien trouver des remplaçantes à Huppert et Deneuve, donc du coup, ils cherchent. Oui, on cherche, et puis là, on cherche, et puis on trouve, c'est surtout ça qui est bien, et on trouve... alors, bien entendu, ce sont des filmographies qui se construisent avec le temps, mais ici, Marina Foïs, avec Asbestas, elle a trouvé un de ses plus beaux rôles dans un cinéma qu'on pourrait qualifier de genre, même si, voilà. Mais bon, il y a des effets, il y a des éléments d'horreur et des éléments de western, au-delà du côté social et vraiment sociopolitique. Sorogoyen, dans toutes ses productions, que ce soit au cinéma ou bien pour la télé, c'est quelqu'un qui œuvre dans le genre. Mais assez codifié, mais qui va un peu reprendre, de l'avoir dans ce type de film-là, je trouve ça extrêmement courageux, en fait, de sa part. Et surtout une approche du genre qui est toujours localisée. C'est-à-dire que ça reste un cinéaste que moi je trouve très espagnol quand même. Oui. En termes de thématiques, même dans le ton. Ouais, même dans la manière de traiter, justement, d'approcher les choses. Voilà, on sent bien qu'il lorgne pas tant que ça finalement du côté du cinéma américain, quoi, mais plutôt justement du côté du cinéma européen des années 70, quoi. Des trucs à la Léo, cinéma italien, tu vois, cinéma espagnol aussi, voilà, et je trouve que c'est ça qui fait son originalité, c'est qu'on sent que c'est pas un mec qui fait du cinéma pour aller ensuite à Hollywood, peut-être qu'il ira un jour, mais je pense qu'il est assez visiblement il trouve des thématiques d'autant que je pense que et des financements pour faire ses films, son talent de metteur en scène et vu la manière qu'il a par exemple de mettre en scène l'action, il a été appelé quasiment dès le début en fait pour faire des films américains, et puis comme je pense qu'il est assez malin, il s'est dit non, c'est pas pour moi, surtout vu le système actuel, c'est pas la peine, autant rester en Europe pour essayer de faire des films de genre ou bien les films qu'il a envie de faire, plutôt que de se retrouver justement comme le réalisateur de La Conspiration du Caire, Tarek Saleh. Tarek Saleh, qui a fait un film d'action qui est sorti sur Netflix en début d'année avec Chris Pine. Et que personne n'a vu. Un film qui est pas dégueulasse en termes formels, mais qui n'a strictement aucun intérêt. Mais aucun. Donc clairement, c'est vrai qu'il vaut mieux rester chez lui. Un peu comme Alex de la Iglesia, qui début des années 2000 n'avait pas cédé aux sirènes américaines, qui pourtant l'appelaient. Même s'il écrit Oxford quand même. Oui, mais qui est une prod anglaise. Ouais, qui est une prod anglaise. Qui est pas si mal. Qui est surtout beaucoup mieux que son dernier film, Venetia Francia, qui est sorti
cet été et qui est clairement son plus mauvais film. Ah ouais. Qui part d'un postulat qui est super sur pendant le carnaval de Venise. Les habitants de Venise, on aura le cul de voir plein de touristes qui déboulent et donc il y a genre des mecs qui vont les buter, quoi. Ça démarre très bien et ça finit de manière, je trouve, à la fois hyper racoleuse, assez putassière et surtout assez réac. Ce qui était quand même qui est assez étonnant de sa part et qui, déjà que ses derniers films étaient intéressants, mais parfois un peu plus faiblard. Celui-là, clairement, ça part, je trouve, dans une très mauvaise direction pour lui, quoi. Après, c'est vrai que le cinéma. Tu vas te reprendre, j'espère, Alex. Si on revient sur le cinéma français, qu'on regarde un petit peu toutes les listes de tout un chacun, tout un chacune. Voilà, t'as Asbestas qui revient souvent. T'as Enquête sur un scandale d'État. Vous en avez parlé là, vous aviez beaucoup aimé. Il y a Bruno Redal qu'on avait également qu'on avait très aimé. Et moi, c'est un film qui est resté au final. Bruno Redal, les images. Mais qui, tu vois, seront plus dans une veine, on va dire, quand même auteur un peu ardos. Surtout Bruno Redal. Mais même, tu vois, il y avait eu le film de Dominique Moll, La Nuit du 12. Donc, je suis pas fan de tout parce que le film est quand même un peu trop didactique, mais il y avait clairement des trucs qui sont hyper intéressants en termes de mise en scène, en termes d'écriture. Il y avait le film de Noé, donc Vortex. En termes d'interprétation aussi. Ouais, clairement, il y avait plein de bonnes choses. Il y a le film d'Alice Diop, on n'en a pas trop parlé. Le film Saint-Omer de Diop, il y a aussi plein de films d'action un peu pipou qui sont sortis, genre Balle perdue 2 ou le Pointe Noire, qui était pas dégueu. Qui était sorti en 2021. Ah, qui était sorti en même temps. Et par exemple, évidemment, il y a le Olivier Marchal biannuel qui est totalement nul à chier. C'est un genre de worst of de son propre cinéma, donc c'est vous dire le niveau. Mais non, on avait aussi parlé du film de Albert Sarrat, donc Pacifiction. Il y a eu L'origine du mal qui était plutôt chouette. Donc il y a vraiment plein de choses qui se passent quand même, qui en termes formels, dans le documentaire, en termes d'écriture, quoi. Parce qu'on avait parlé de Que m'est-il permis d'espérer, moi qui est un documentaire, un film que j'avais qui m'avait interpellé parce qu'il rentrait vraiment dans l'art de son sujet. Il était intéressant, donc à ce niveau-là. Même en plus de documenter une situation qui est totalement inadmissible. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu moins bien servi en documentaire que certaines années précédentes. Parce que souvent, quand même, on trouvait que c'était là qu'il y avait les propositions formelles les plus intéressantes. Cette année, c'était un peu plus classique. On l'a pas en tout tout cas, vu, bien entendu. dans ceux que j'ai vus. Mais c'est vrai. Alors après, il y a Retour à Forbach. Est-ce qu'on le met en 2021 ? Est-ce qu'on le met en 2022 ? Sachant qu'il est sorti sur Arte avant, qu'après. Donc là, tu sais pas. Alors que le film est très intéressant également, même si on avait émis quelques réserves sur le projet, mais c'était un film quand même qui se défendait parce que de toute façon Jean-Gabriel Perriot est un cinéaste qu'on doit c'est Fragment, c'est pas Retour à Forbach, c'est Fragment. Oui, Retour à Forbach, c'est un autre documentaire qui est super. Oui, et qui est sorti. Ça c'était Retour à Reims, pardon. Voilà, c'est ça. Retour à Reims. C'est dans l'est. Reims, Forbach, tout ça. Oui, non. Retour à Forbach, c'est un super documentaire. Notion bourgeoise de la géographie. La géographie selon Antoine Godard. On arrive à avoir des. On est toujours aussi bon en géo. On arrive à avoir des coprods, on arrive à des coprods européennes, on arrive à avoir encore du documentaire qui se tient, on arrive encore à avoir même des comédies parce que tu as Loin du périph'. Le buddy movie. Bon, ça se regarde, franchement, c'est pas déplaisant. Tout se regarde pas, et pourtant je pense que j'en ai vu une vingtaine. Mais ça se. Genre Petite Fleur, par exemple, c'est super chouette. Le film de Alain Guiraudy aussi, Viens, je t'emmène, j'ai des réserves, il est très chouette. Également, alors bien entendu, il y a une espèce de consensus autour du Romain Gavras, autour de Athéna de Romain Gavras. En termes de flop, il y a un consensus qui clairement est de Baudruche, m'as-tu vu, moi je trouve le film plutôt bien, mais bon, bref, passons. Tu veux dire, tu es seul, je suis tout seul. Mais voilà, ça c'est vrai que si en termes de top, on n'est pas forcément d'accord. En tout cas, en termes de flop, on est assez cohérent. Athéna, Blonde et puis The Northman. Qui sont quand même les trois Baudruche qui arrivent. Des boursouflures. Ouais, c'est ça. Qui, en fait, mais disons qu'on a plus 20 ans. Quoi. Bah oui, non, mais je redis ce que j'ai dit. Attends, déjà, il y a 20 ans. Je redis, c'est-à-dire que voilà, sérieusement, si vous faites de la série B, faites de la série B, quoi. Faites John Rambo, quoi. C'est-à-dire qui est une série B, qui est une série B qui est bien troussée en termes de réal, moi je trouve, mais par contre qui est une vraie série B, voilà. Et pas regardez, je fais le film le plus important de la Terre, quoi. Et ça, c'est voilà. Puis qui est bien hardcore pour le coup. Voilà. Ou alors, attention, regardez, je vais dire des choses importantes. Et ça, dans le cas d'Athéna notamment, j'ai trouvé que c'est pas que c'est totalement, c'est pas que c'est nul, voilà, ou que c'est affligeant. Voilà, ou que c'est énervant à ce point-là. Moi, ça m'a pas énervé plus que ça, comme film. Mais c'est simplement que à la fin du film, je me suis dit ouais, bon, est-ce que, enfin. Comment dire, il y a quand même une espèce de dissension entre le fond et la forme, quoi. C'est-à-dire, tu veux faire un film qui veut dire des choses importantes, mais tu prends une forme
forme qui moi, me pousse justement à l'exercice de style. Et donc, quelque part, quitte à faire un exercice de style, autant le faire sous un format de série B avec un côté plus... puis des acteurs qui crient moins, quoi. Voilà, des acteurs mais au qui moins il est là. Au moins le film est. Oui, bah le après film est- le- en voilà. fait, le film est là. Mais- Du coup, tu as un éventail quand même qui est d'une richesse assez inouïe. Oui, à non, ce mais niveau-là. voilà. Alors bien entendu, on n'a pas vu. Il y a des films qui sont passés. Ah oui, non, qui mais il sont y a passés plein de, sous choses le que tapis. j'ai, plein de choses que j'ai loupées, moi. Bien entendu, mais Pourtant, j'en ai vu des trucs. Hein. Alors certes, Mais j'avais alors, beaucoup on Il y, avait ton le, livre, il y avait le Roi Crabe aussi, qui Oui, était exactement. il y avait Il Bucco aussi, dont tu avais Il parlé, Bucco, qui est était bien. un Puis moi, que j'ai super beau toujours pas film. vu, en documentaire, justement. Exactement, tu parlais. documentaire, ouais. Enfin, documentaire fictionnalisant, en fait. Parce- Même ça, c'est coprode franco-italienne. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Mais ouais, il y avait ça. Oui, de toute façon, en termes de documentaire, c'est vrai que donc, Il Bucco qui peut se rapprocher du documentaire tout en fait en une sorte de genre de reconstitution finalement d'un événement dans les années 60. On avait parlé, mais il y a le film de Herzog qui revient aussi plusieurs fois. Bon, de toute façon, Herzog, c'est quand même indécent que ce garçon de 82 ans... ces films de fiction sont parfois un peu plus faiblards, où bon, clairement, parfois il n'est pas super concerné par ce qui se passe, mais quand il fait des documentaires, clairement, tu sens que c'est le truc où il est le plus investi, où ça... Et c'est ça plus intéresse d'ailleurs, le maintenant plus. je pense que maintenant c'est plus un réalisateur de documentaire Oui. que de fiction. Il a réalisé plus de Documentaire que je pense. fiction, ouais, ce sont les choses qu'il fait plus. Et donc là, son film sur les époux Kraft, Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft, qui était passé sur Arte, malheureusement pas au cinéma, parce que clairement j'aurais bien aimé voir Ouais, ça aurait ça été cool, sur ça, grand je- écran, entendre la grosse voix de Werner qui tape dans des enceintes gigantesques. aurait Donc, été clairement, pas ouais. Et Herzog, en plus, avec son grand âge qui est le sien, il arrive encore quand même à toucher, je trouve, des choses de ce qui fait l'humanité et d'arriver à renouveler ce qui fait son propre cinéma finalement. Et puis de se mettre en scène, Ouais. c'est ça aussi, parce que c'est Oui. aussi qui est intéressant avec Werner Herzog, c'est que c'est un cabotin. c'est lui-même un personnage de ses propres films. Donc c'est toujours intéressant de voir son regard sur le monde, c'est la manière dont il fait des associations d'idées. De voir comment il met ça en perspective avec voilà. sa propre Quand il regarde les philosophie. images des autres, ce qu'il voit dans les images des autres. Enfin voilà, moi ça, je trouve que c'est intéressant de retrouver un espèce de grand-père comme ça qui voilà, mais où tu sais que tu as toujours quelque chose à apprendre. Raconte-nous une histoire. Raconte-nous petit Werner. une histoire d'abîme. Raconte-nous une histoire d'abîme, Werner. He tried to kill me. Voilà. Et, I was there in the abyss. et moi, je le remercierai toujours d'avoir joué le méchant dans Jack Reacher. Dans Jack Reacher. Voilà. Eh, où il est il est absolument super. en rescapé du goulag qui Voilà. s'est mangé les doigts pour pas mourir. Mais comme Dario Argento Oui. dans Vortex, c'est-à-dire ces réalisateurs qui sont des personnages, qui ont toujours été des personnages et qui ont toujours. Voilà, Parce qu'ils ont une persona en voilà, fait qui ont une persona très publique forte. tellement forte que finalement, dès que tu le mets dans un film en tant qu'acteur, évidemment que ça va convoquer un truc, quoi. Et ça manque un petit peu effectivement de mecs, tu vois, justement comme de trucs du style Sam Fuller dans Pierrot le Fou. C'est-à-dire les mecs qui voient dans les réalisateurs, qui sont pas des acteurs, mais qui voient en eux quelque chose de cinématographique dans leur persona de metteur en scène. Et ça, je regrette un peu, tu vois, justement, que des Werner Herzog ou des Dario Argento n'aient pas été employés plus tôt ou plus souvent. Parce que moi, je trouve qu'ils ont une vraie présence d'acteurs. Je pense. Alors, moi, j'aurais fait des films, j'aurais pris John Milius, déjà, tu me mets juste Bah oui, dans un mais coin voilà. qui raconte des histoires, Ben c'est voilà. bon, ton film en il est veste, gagné. en veste militaire. Et voilà, enfin normal quoi. Voilà, normal, Comme d'habitude. En train d'essuyer un flingue, en train d'astiquer un. De son atelier à fusil, regardez, il est bien joli. Quand Non même. mais voilà, exactement. Et je pense qu'il y avait, il y a des figures comme ça de réalisateurs qui je pense feraient des très bons comédiens. Et je suis très content que Gaspard Lynch par Noé- exemple Lynch. joue de temps en temps. Il fait même quand c'est pas ses Mais propres c'est lui trucs, qui par exemple. il joue le mieux quand c'est lui qui se dirige. Oui. Parce qu'il a une vraie force comique, quoi, Lynch. Quoi. Il a une vraie force comique. Et voilà, dans la 3e saison de Twin Peaks, moi, je trouve qu'il est à Mais c'est hurler vrai de que rire. Quoi. Enfin, des réals qui font l'acteur chez les autres, il y en a de moins en moins. Il y aurait peut-être Jim Jarmusch qui le fait, mais il tourne presque que pour ses potes ou des machins comme ça, où il incarne lui-même la persona de Jarmusch, mais c'est vrai que des grands metteurs en scène classiques. Cronenberg faisait vachement ça pendant un moment. Oui. Il apparaissait souvent dans les films, souvent des films parfois de série B complète. Dans Vendredi 13 numéro 10, où il meurt au début. Non, mais voilà, parce que le film a été mis en scène par son ancien assistant, je crois, Jim Isaac. Jim Isaac il se fait transpercer par une et puis lance il de fer. n'était pas dans un film avec Christophe Lambert. C'est bon, c'est pas mal, ça c'est un beau casting. Il a joué en Cabale, si mes souvenirs sont bons. De Barker. Clive Barker, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais il a apparu dans pas mal de trucs. Et sinon, pour le documentaire, il me semble que c'est le docu de J.B. Toré sur Chimino est sorti également cette année. En tout début d'année, effectivement, voilà. oui, c'est ça, oui. Qui était très bien aussi, là aussi, avec donc c'est encore une sacrée persona de réalisateur. Quoi. C'est encore une corde à l'arc de l'éventail du cinéma français.
qui a fait le taf cette année. Mais par contre, point comédie française, je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah, ça a écoute, bidé un peu. Là, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4 ou je sais plus 3. 4. Ce qui est bon. Pas ouf. Hein. Non, pas terrible, hein, clairement. Alors, ça aussi, quand même. Quelle surprise. Écoutez, moi, je les ai tous vus, hein, je peux vous dire. Le pire, c'est peut-être le film de Jérôme Commandeur, je crois. Irréductible, même si Christian Clavier dans le rôle d'un mec de la CGT est très bien. Il est très drôle, mais c'est peut-être le film le plus anti-fonction publique que j'ai vu depuis bien longtemps. Hein. Les films des Chevaliers du Fiel à côté, c'est clairement des trucs de gauchistes. Hein. Non, globalement, année assez molle, pas forcément d'énormes gigantesques merdes, mais un petit peu alors, en dents de scie, tu vois. La digestion est difficile. Il y a eu que 3 bourdons de Clavier, donc tu vois, c'est un peu mou tout ça. Il commence à vieillir un peu aussi, tous ces gens. Oui, mais t'inquiète pas. On compte sur eux pour retrouver le peps. Oui, exactement. Mais c'est peut-être ça aussi dans la comédie française, on manque un petit peu de véhicules, quoi. Tu vois, là, ils essayent de mettre Jonathan Cohen à toutes les sauces et dans à peu près tous les films. Je pense qu'on va faire une overdose. Alban Ivanov en a fait 5 cette année. Tu vois, là. Alors que j'ai jamais vu aucun film avec lui. Ah, moi j'avais eu plusieurs, c'est globalement pas génial. Oui, bon, c'est vrai que ça compte pas. Mais tu vois, ça fait vraiment partie de ces. Mais tu sais, c'est un peu comme les rappeurs que t'écoutes pas, quoi. Ah oui. C'est les mecs que tu dis, ah ouais, ça vend des millions, ça. Ah, je sais même pas qui c'est, quoi, tu vois. Et alors là, tu dis, ah ouais, je dois être vieux parce que je comprends plus rien, en fait. Quoi. Ah bah il y a Soprano, si tu veux, qui est. Mais ça, Soprano, c'est un vieux de la vieille, Soprano, quoi. Mais il a genre 43 ans maintenant. Même moi, je sais qui c'est, quoi. Quand même, ça va, quoi. Non, je parle des. C'est souvent des rappeurs avec des comment dire, avec des initiales. Ah oui. Alors moi, comme je les confonds tous, les initiales, alors et comme ils font tous de l'autotune, autant dire que mon oreille de quadragénaire n'arrive pas à faire la différence. Déjà de l'autotune. Je suis dans les années 90. Mais moi, je suis daltonien de l'autotune, moi. Tu sais, ah bah si tu veux, cette année, pas à faire la différence entre un truc et un autre truc. Il y a eu un documentaire sur Cypress Hill, par exemple, qui est sorti. Oui, qui sont pas tout jeunes non plus. Non, qui sont pas tout jeunes, mais alors ils sont ultra coolos, hein, les gars. Ouais, avec toute la Marie-Jeanne qu'ils ont fumé durant leur carrière. Le doc n'est-ce pas, c'est drogué. Le doc est très chouette, mais ça parle un peu plus de Marie-Jeanne Tarpé que de musique des fois. Ouais, mais je pense que ça. Mais c'est un peu. C'est clairement leur centre d'intérêt aussi. C'est un peu 70% du contenu de leurs paroles, quand même. Et de leur vie sociale, j'ai l'impression. C'est un peu comme faire un documentaire sur Snoop Dogg. Ah oui. Au bout d'un moment, on va y venir, quoi. Snoop qui a joué dans un film cette année, Day Shift, avec que Jamie Foxx où il chasse des vampires à LA. Oui, d'accord, allez, passons. Il chasse des vampires, il chasse mollement des vampires, j'imagine. Oui, il a un chapeau de cow-boy et une grosse sulfateuse et il fume des ouinges. Un rôle de composition, quoi. Un rôle de composition, exactement. Il a tout compris. C'est un mec qui a tout compris. Snoop Doggy Dogg, franchement, le mec, la carrière pépère qu'il a eue. Ça, c'est clair. Sort un bon album. Après, je fais Nawak. Que des featuring. Après, je joue dans Bones. Ah putain, c'est nul, Bones. Après, je fais des vidéos porno. Oui. Et maintenant, je fais des émissions. Où je me moque des gens sur Internet avec un autre pote à moi. Son film porno, c'était super drôle parce qu'en gros, c'était tu te mettais dans la peau de Snoop Dogg comme si genre t'avais des femmes qui étaient en train de te sucer, sauf que d'un coup, t'avais une bite blanche qui apparaissait et tu supposais Snoop Dogg, tu dis mais c'est pas logique, enfin, genre. Non, un problème d'immersion. Il y avait un problème de cohérence. Un problème de cohérence interne. Un problème d'immersion et de cohérence. Moi, ça m'a sorti du film. Oui, c'est. mais c'est un geste. Oui. C'est un geste cinématographique. C'était pour croire un petit peu. C'était pour. Il y avait comme un dispositif. Quoi. Exactement, c'est ça. On va faire une dernière pause musicale. On est parti. Oui, faut qu'on parle de ça. 2022. Petite pause musicale pour foutre la France en l'air. Chirac 40 2002 et le Félix le souffle, tous les
Toto, Claude, on fait quoi demain? C'est quoi le programme? J'espère qu'on se retape pas encore un château. Hein. Ah, ne vous inquiétez pas, je passe mon tour, là. Demain, quartier libre la journée, théâtre le soir. Théâtre? Ah, c'est pas très rock'n'roll, ça. On va voir la première de mon fils. Votre fils, il est acteur? Oui, il va jouer Jésus. Jésus? Oui. De Nazareth? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Jésus était noir. Il était venu d'Afrique. C'est dit dans la Bible. Jésus avait des cheveux d'agneau. Ça veut dire les cheveux crépus. Donc il était noir. Et voilà. Évidemment, c'est ça. Dès qu'on a des grands hommes africains, on les blanchit. C'est comme Beethoven. Beethoven, il était noir. Évidemment. Beethoven noir. Oui, non, ça c'est le pompon, là. Et Mozart, il était kabyle? Ça l'amuse, le chinois? Il comprend français? C'est bien. Il parle peut-être aussi. Parce que depuis qu'il est arrivé, je l'ai pas encore entendu parler. Ferme un peu ta gueule, bouffon. Ah ben là, on l'a bien entendu, hein. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Toi, va te faire cuire un pangolin. Quand on se comporte comme un crabe, on est mangé avec bruit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire que je veux te massacrer avec grand fracas. Arrêtez! Je ne peux plus supporter ça. Vous me fatiguez tous. Je vais me coucher. Non, mais attends, Marie, tu vas pas me laisser seule avec cette bande. Toi aussi, tu me fatigues. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Rage Against the Kebab avec Détruire la France, suivi d'un extrait Mais qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, donc de Philippe de Chauvron, dernier opus de la trilogie des époux Verneuil. Je vois qu'on est toujours dans la même dynamique. Hein. Ah bah oui, écoutez, oui. On va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'on parlait de comédie française et de cinéma français de qualité. Ce n'était donc pas ça. Donc voilà, qui est clairement le plus faible de la trilogie le plus faible d'une trilogie qui déjà était quand même... Qui ne comporte que des opus faibles. Déjà. Qui était déjà un peu palichonne. Exactement. Donc voilà, on va quand même quitter les terres du cinéma français et de ces comédies moisies, car oui, il y en a. Donc quand même le reste du palmarès de l'année, parce qu'il y avait quand même des bonnes choses, mais c'est vrai qu'il y a pas mal des films dont on a déjà traité au fur et à mesure de l'année, La Conspiration du Caire et Laïla et ses frères, par exemple, qui sont deux exemples de films, des restes du monde, des films... des thrillers, comme on dit, des thrillers et puis des polars de qualité. Et je sais qu'il y en avait un autre roumain, Dédale, Erwan, que tu as beaucoup aimé, mais c'est vrai qui n'est pas vraiment un polar, qui est un petit peu différent, mais qui est pas, enfin, qui est quand même un film de genre quelque part, qui est plus un film policier, en fait. Qui est un film roumain, mais qui est un film qui est surtout intéressant sur sa, enfin moi je trouve par sa structure. En fait. C'est vraiment une structure en deux parties, une structure en miroir. Alors, faut pas trop dire pourquoi, mais avec une espèce de changement de personnage en fait à un moment donné du film. Alors, c'est pas un changement à la psychose, hein, c'est pas un truc comme ça. Mais voilà, et je trouve avec une espèce de truc de répétition en fait, où la deuxième partie du film répète en partie des choses qui se sont passées dans la première, mais on comprend d'autres choses. Enfin voilà, c'est plutôt un film plutôt habile, alors, sachant que ça vient d'un cinéma, moi alors peut-être que c'est moi qui me laisse vite bluffer, hein, parce que c'est vrai que le cinéma roumain je connais pas très bien. Non plus, à part Christian Mungiu. Mais je sais que c'est plutôt vivace. Je sais qu'il est plutôt vivace ces temps-ci, donc. Parce que c'est vrai que les films des pays de l'Est aussi, ça parvient pas des masses chez nous. En tout cas, c'est vraiment vendu pour être un peu sexy, quoi. Non, mais alors que pourtant, il y a des choses qui se passent en Hongrie, il y a des choses qui se passent en Pologne, probablement. Il y a des choses qui se passent en Serbie. Enfin voilà, J'ai hâte de voir ce que va nous donner le cinéma ukrainien. Il y a des chances qu'ils aient des trucs à raconter. Je pense. Films de guerre. Je pense qu'il y a des chances qu'ils aient des trucs à raconter. Mais il y a eu quelques films ukrainiens d'ailleurs qui sont sortis, qui malgré tout sont sortis, alors qui ne sont pas des films de guerre, qui sont des films qui ont été faits avant la guerre.
De fait, Il y avait notamment ce film qui avait l'air étrange, que j'ai pas vu, mais qui avait l'air bizarre, avec des histoires de carnaval, qui avait l'air justement d'être un peu pareil, film de genre aussi, avec mais un metteur en scène qui avait assez localisé, qui avait un nom encore plus compliqué que Happy Chapong de Veracetacul. Ouais, voilà. Et je sais plus comment s'appelait ce film, Pamphir. Le Serment de Pamphir. Le Serment de Pamphir, voilà, c'est ça. Exactement. Et malheureusement, j'ai raté celui-là. J'aurais bien aimé voir ça, parce que je pense qu'il y a, mais comme au Moyen-Orient, je pense qu'il y a ça reste. Alors évidemment, j'imagine que pour des spécialistes de ces cinémas-là, on doit passer pour des pégus, quoi. Mais c'est vrai que ça reste du cinoche. Moi, je trouve que depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression que c'est bien intéressant tout ça. Alors, comme moi, ce que j'en vois, visiblement, je vois des petits bouts comme ça. Et généralement, je suis pas déçu. Et cette année, j'ai particulièrement pas été déçu, justement, par le cinéma iranien. En général, quand c'est pas du cinéma occidental, on va dire de manière générale, ça sort. De toute façon, souvent dans les réseaux de salles d'arrêt-essai, et il y avait quand même une promotion, ou en tout cas un angle qui est mis dessus, qui est quand même assez faible. Il faut suivre l'actualité des festoches, en fait, c'est vraiment ça. Et moi, c'est vrai que je pense que j'ai peut-être été, je me dis ça maintenant, j'ai peut-être été parfois un peu trop porté par mon tropisme asiatique, tu vois, à me dire que toute la nouveauté se passait en Corée du Sud, se passait à Hong Kong, en Inde, tu vois. En Indonésie. Sachant que le grand débat étant de savoir si c'est en Asie ou pas. Non. Parce que c'est un sous-continent, donc voilà. Enfin, on va pas revenir sur la géographie, mais voilà. Et c'est vrai que on n'a pas envie de se friter avec les Indiens et les Chinois en plus. À l'est de l'Oural. Mais c'est vrai que voilà. Mais comme tu vois, de temps en temps, dans le cinéma russe, on avait eu l'occasion ces dernières années de voir quand même 2-3 trucs qui étaient Kirill Serebrennikov, qui sort un nouveau film cette année d'ailleurs sur la femme de Tchaïkovski. Voilà, donc voilà, et moi j'ai trouvé que la conspiration nucléaire, les nuits de Machad aussi. Je sais qu'il y en a eu 2-3 autres que là j'ai pas vu, mais qui paraît-il sont pas mal aussi. Et bon, voilà, il y a une nouvelle génération qui est en train. Et je pense qu'en Roumanie, c'est avec un petit peu de décalage, mais j'ai l'impression que, parce que c'est depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette nouvelle génération en fait qu'on connaît pas trop bien encore pour l'instant, et qui est en train de se construire une petite filmo dans son coin. Tranquillement, et ça je trouve que c'est assez prometteur aussi, c'est-à-dire que le reste du cinéma européen, justement des figures comme Sarah Goyan, des gens qui sont là depuis 10-15 ans, puis il y a l'air d'avoir des gens qui sont là depuis 3-4 ans, qui ont fait 1, 2 films, 3 films, et moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Alors que le cinéma par la suite. Allemand par exemple, aucune idée de ce qui se passe. Mais il se passe sûrement des trucs en plus, mais j'avoue que là aussi c'est un peu terra incognita pour moi, alors que c'est juste à côté, c'est paradoxal, quoi. Alors qu'en Belgique, ils font plus de trucs, pourtant on les voit. Mais après, ils parlent français aussi. Mais encore une fois, je pense qu'il y a aussi, voilà, c'est ça, il faut vraiment suivre l'actualité des festivals, et puis il faut avoir accès aux films, tout simplement. Faut-il encore qu'ils sortent Bon, sachant que, ici à Rennes, quand même, depuis l'ouverture de l'Arvor, on sait quand même. Du Nouvel Arvor, voilà, du Nouvel Arvor. Il y a une proposition qui est un peu plus ample. Qui est quand même plus large, parce que je pense qu'il y a des tas de films. Le Roi Crabe, je pense qu'on n'aurait jamais vu ça il y a encore 5 ans, je pense. Je pense que ça aurait été très compliqué de le voir, le film, quoi. Donc du coup, voilà, il y a aussi ça, c'est une histoire de rapport à l'exploitation qui fait qu'on peut voir des trucs, plus ou moins de trucs, quoi. D'autant qu'en plus, là, il y a quand même pas mal de films, et notamment des films de gros réals qui sortent sur les plateformes. C'était le cas du Linklater cette année, qui est sorti sur Netflix, Apollo 10,5, qui, moi, je trouve, un des plus beaux films de l'année. Il y a eu un des Del Toro, donc son Pinocchio, qui est sorti aussi sur Netflix. Le Iñárritu Bardo, qui est sorti en fin d'année sur Netflix et qui est passé totalement à l'as. Mais donc, il y a plein de choses comme ça qui sortent. Le blonde de Dominique. Ouais, le blonde de Moll aussi, le Athéna de Gavras, ou tout ça. C'est vrai qu'il y en a plein qui passent, du coup, par-ci là, donc ça demande aussi une veille finalement avec ce sentiment, sur les sorties VOD. Alors moi je sais pas si c'est moi, mais avec ce sentiment que j'ai l'impression que ça se tasse, moi, du côté de la prod un peu en VOD. Ouais, c'est surtout parce que je pense que Netflix ou Prime, quand ils sont lancés, ils avaient besoin de gros noms pour faire pour faire un peu leur buzz et un peu se légitimer, d'où le fait qu'il y avait Spielberg, Fincher, les Cohen qui ont sorti le Michael Bay, et oui, avec Six Underground, et Joel Cohen qui a sorti son Tragedy of Macbeth sur Apple TV, je crois, sur Apple, mais qui pour le coup aurait mérité quand même un écrin de grand écran, parce qu'en termes visuels et en termes narratifs, le film était quand même hyper impressionnant. Et ça amoindrit. Moi, de toute façon, je trouve que ça amoindrit. C'est-à-dire que ça marche très bien pour tu vois, pour les petites séries B, genre The Vast of Night, par exemple, qui avait été produit par Amazon, ou pour des films de jeunes réalisateurs à petit budget, tu vois. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. C'est un peu moins convaincant, je trouve, dès qu'ils commencent à vouloir faire dans le grandiose, parce que du coup on se dit mais pourquoi je suis pas en train de regarder ça au Cinoche. Et je pense à ça par rapport au Fincher aussi, que moi j'aurais bien aimé voir au Cinoche. Manque qui était sorti en 2020, qui sort son prochain film sur Netflix aussi, cette année.
Ah ouais, mais parce que. Ouais, je sais bien. Parce que l'état de la production est tel Je que sais bien. finalement. Ouais, je sais bien. Et aux États-Unis, en fait, moi, je vois bien ça. Hein, les critiques américains, enfin, c'est de plus en plus presque admis, en fait, l'idée de la disparition des salles de cinéma, l'idée que le cinéma d'auteur, en fait, qu'il y aura le cinéma de patrimoine d'un côté, puis le cinéma Disney de l'autre, et puis que c'est tout. Et que ça sera une pure attraction. Et visiblement, les Américains sont déjà un peu en train de faire le deuil de ça, en fait. Et que le fait que les places coûteront $20, parce que finalement, c'est comme si tu allais à l'opéra. En même temps, là, quand tu vois le prix des places dans les multiplex, on n'est pas loin. Hein. Une place normale, c'est presque 14 balles. Tu rajoutes 3D, tu rajoutes la Dolby Vision, la 4DX, le machin. Ça arrive à une place à 23-24 balles direct, hyper vite. Fastoche. Hein. Donc ça veut dire, t'imagines, t'es une valise de 4, on a pour 100 boules, on va aller au cinéma. Donc t'as intérêt d'aller voir un film qu'on vaut la peine en termes visuels, en termes d'explosion, machin, de badaboum, nanana. Et en termes de temps. En termes de temps, ouais. Il faut que ça fasse plus de 2h30 parce que sinon, c'est sûr qu'un film, ton film de 80 minutes. Un film de Quentin Dupieux qui dure 1h10 en 4DX 3D, bah là, clairement, tu fais 24 €, ça te fera mal au cul parce que déjà qu'à 5 balles, t'as l'impression de te faire voler. Alors à 25, je t'en parle même pas. Ça serait quand même bien dommage. Non, mais voilà. C'est vrai que j'ai pas. Bon, après, moi, je suis un peu la bourre. Là. J'avoue que les 3-4 derniers mois, il y a plein de trucs de plateforme que j'ai pas vu. Bon, il y a plein de. La faute au salariat, Erwan. C'est la faute au travail. Voilà. La faute au monde du travail. Voilà. Merci, Monsieur Macron. Voilà. Il faut abolir le salariat. On vous le rappelle. Hein. Pas le salaire. Hein. Oui, le salariat. Non. On est bien d'accord. Oh là là. Après, il y a toujours les grands noms du cinéma indépendant américain qui sont toujours là parce qu'on retrouve toujours. On retrouve Richard Linklater, on retrouve Del Toro, on retrouve Del Toro, enfin cinéma indépendant entre guillemets. Voilà. Oui, maintenant, on retrouve James Gray, on retrouve Thomas Anderson, on retrouve PTA également, qui ont fait leur truc, mais peut-être que ce sont des films quoi, Licorice Pizza, il a peut-être fait moins, ou même Armageddon Time. De toute façon, les films de manière générale, ils marchent pas. Hein, donc, oui, ça marche pas. Alors que ce sont des films qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que sur justement le versant auteur, Gray, ça marche toujours moyennement. Paul Thomas Anderson, pareil. Le Michael Bay, pareil, ça marche un peu mollement, tout ça. Donc tu dis quand même, genre tous ceux qui faisaient le Hollywood des années 90-2000, finalement, c'est un changement de paradigme et un changement de génération. Mais aussi parce que c'est probablement pas des hommes d'affaires comme Spielberg a pu l'être dans les années 80 ou Cameron, quoi. C'est ça aussi, c'est que James Gray, je pense que son plan de carrière, il a été relativement contrarié. Son plan de carrière, c'était d'être Coppola, du coup il a pris le versant de Coppola qui ne fait pas de succès. Voilà où ça marche pas. Alors que The Lost City of Z, c'est pas du tout, c'est un film moi j'ai trouvé bien, hein, mais effectivement qui a été et je pense que Gray maintenant il est un peu dans une zone grise sans vouloir faire de bon, rassurons-nous. Cette année nous aurons donc le nouveau Spielberg qui sort en février, un nouveau Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon avec De Niro et puis DiCaprio. Francis Ford Coppola est enfin en tournage de son Megalopolis après l'avoir annoncé pendant 35 ans. Ouais, il a utilisé tout le pinard qu'il a vendu à toutes les vieilles de Californie pour réunir sa thune et faire autoproduction. Il y aura Clint Eastwood probablement. Oui, qui fera. Michael Mann. Oui, Mann ressort un film cette année. Oui. Il y a peut-être des chances que ça soit. Voilà. Ne désespérons jamais. Exactement, il y a peut-être des chances que ça. Même en cinéma revienne. français, il y a plein de belles choses qui s'annoncent en cinéma indien. J'en parle même pas. Les patrons, les darons en fait du cinéma américain. Ceux qui vont caler dans les 10 prochaines années. Reviennent en 2023 quoi. Bah après. Clint Eastwood les enterrera tous. Mais attends, le Coppola il est pas arrivé encore. Oui. Ouais, c'est pas fait. Moi j'y crois. Il va faire un AVC sur le tournage et ça sera fini par Robert Rodriguez. Ouais. David Ayer. Non mais petit David Ayer. Tu vas probablement ressortir un film aussi, David Ayer, t'inquiète pas. Mais bon voilà, petite santé du. Bon allez, on désespère pas. Parce que même les gros films que j'attendais, genre The Northman de Robert Eggers, bon bah c'est quand même. Baudruche. C'est un peu plop-plop quoi. Ouais voilà, il y a des trucs qui sont très intéressants. Cette critique c'est un peu plop-plop. C'est boursouflé. Les films de Zemeckis, bon c'était pareil. Ouais, un mais peu... là il a rien pu faire le pauvre là. Ouais, c'était un peu boursouflé, même le Miller au final. Ouais, donc moi mais c'était boursouflé. C'est pas inintéressant. Ouais, mais différemment quand même parce que le Miller je trouve que
S'inquiétez pas, en 2024, il va encore bien nous faire mal, là, avec Furiosa. Donc. Voilà, c'est ça. Moi, je pardonne beaucoup à Miller. Oui. Je pardonne beaucoup à Miller. Non, puis de toute façon, il y a plein de belles choses qui s'annoncent, donc 2023 risque, espérons-le, d'être une très belle année. Catherine Bigelow, elle arrive ou pas, là? Ah, je sais pas, tiens, oui, Catherine, probablement encore en train de traîner avec des mecs de la CIA pour dire que la torture, c'est bien. Et... On va s'arrêter là, donc c'était le Top Parade de 2022. Les listes complètes des participants seront retrouvées bien évidemment sur la page du podcast. Merci Valentin à la technique, merci messieurs. Prochaine édition et à ciao, bonsoir. Salut. Salut.